Tous les pays concernés discutent avec l'Algérie. Il faut effectivement harmoniser les positions. Il ne faut pas que l'Algérie soit une difficulté dans cette opération. Et je pense que c'est leur intérêt bien compris, mais c'est à eux de le dire. Et donc, il faut dialoguer avec l'Algérie. Mais elle est déjà une difficulté, l'Algérie. Du moins que les djihadistes s'approvisionnent dans ce pays, arrivent à fonctionner parce qu'il y a des gens qui les aident. Si c'est le cas, il faut en parler avec les autorités algériennes qui nous expliquent quelle est leur vision et qu'est-ce qu'ils proposent et qu'on se mette d'accord parce qu'il n'y a pas 10 bonnes solutions. En général, il y en a une et il faut rechercher le consensus. Et c'est vrai que l'Algérie est un partenaire essentiel dans cette affaire. Donc c'est effectivement une difficulté actuelle, mais je pense que cette difficulté peut être résolue par le dialogue avec l'Algérie. Il y a aussi le Tchad, qui est connu comme étant un pays qui a une expérience d'intervention dans le désert, où son président lui-même était un peu réticent par rapport à l'intervention militaire. Il y a la Mauritanie qui est un peu pas rassurée par rapport à cette intervention militaire aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement que le Tchad et la Mauritanie soient sur la même ligne que la France et les autres pays? Alors moi je ne peux absolument pas parler non plus à la place du Tchad et de la Mauritanie, mais même problème, même solution, c'est-à-dire il faut dialoguer avec le Tchad et la Mauritanie. Moi j'ai le sentiment, d'après les informations que j'ai, que le Tchad et la Mauritanie partagent les mêmes soucis que le Sénégal et que le Niger et que la France et que les autorités maliennes. Donc il faut simplement s'entendre avec eux plutôt sur les modalités de l'intervention militaire. Mais ils ne sont pas opposés, me semble-t-il, à cette intervention. La question est plutôt de savoir s'ils vont y participer eux-mêmes. Ça doit faire l'objet des discussions. La résolution au Conseil de sécurité dont je parlais, c'est un appel aux volontaires pour participer à cette opération. Et c'est un appel aussi aux organisations régionales africaines ou continentales pour l'Union africaine pour que tous les pays qui se sentent concernés se mobilisent. Et à mon avis, la Mauritanie se sent très concernée. Le Tchad est un peu plus loin, mais le Tchad a l'intérêt d'avoir une expérience du combat en région désertique. Donc ça peut être un partenaire important de cette opération. Mais si le Tchad est volontaire, c'est une très bonne chose, mais c'est à eux d'en décider. Mais il doit y avoir un dialogue avec eux sur ces sujets. Mais la réticence de beaucoup de pays par rapport à une intervention militaire, c'est qu'on est dans une guerre entre guillemets qui n'est pas conventionnelle, avec des gens qui peuvent bouger d'un pays à un autre. Vous savez bien que nos frontières sont poreuses. Beaucoup de pays ont peur pour leur sécurité intérieure s'ils interviennent sur le terrain. Alors oui, mais il y a très peu de réticence en fait. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, grâce à ces réunions à New York, tout le monde se rend compte, puisque à l'Assemblée générale des Nations Unies, tous les pays sont représentés. Et cette affaire a été beaucoup discutée au mois de septembre à New York. Et on a pu constater, le président Macky Sall était sur place et a beaucoup lui-même discuté de ces questions avec les autres chefs d'État et de gouvernement, comme François Hollande. On a pu constater qu'il y avait, sauf le cas de l'Algérie qu'on a évoqué, un très large consensus pour une intervention militaire. Maintenant, il faut discuter les modalités, ce qu'on appelle le concept d'opération. Ça, c'est certain que tout n'est pas réglé dans le détail, mais sur le principe, il y a un accord assez large. Il y a très peu de pays qui soient réticents aujourd'hui. Il semble que l'intervention militaire soit assez incontournable parce qu'on ne peut pas négocier avec des groupes terroristes, on ne peut pas négocier avec des djihadistes, on ne peut pas négocier avec des radicaux qui terrorisent la population. Eux-mêmes ne sont pas demandeurs de discussion. La France est impliquée dans cette intervention, comme vous l'avez dit, du point de vue de pousser les autres pays à participer à l'intervention, tout en n'intervenant pas elle-même sur le terrain. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des otages français qui sont entre les mains des djihadistes. Comment allez-vous gérer cette question? Parce que c'est très sensible, ça. Tout à fait. C'est-à-dire, ça affecte en premier chef le Mali, ensuite les pays de la région, mais ce n'est pas un problème seulement africain, c'est un problème international, parce que le terrorisme a une dimension internationale. La meilleure preuve, c'est qu'il y a 6 otages français actuellement détenus au Nord Mali. Et donc, ça montre que, et ce n'est pas les premiers malheureusement, ça montre que les cibles potentielles de ces groupes terroristes sont à la fois les Africains et à la fois les pays européens ou les autres pays. Et donc, c'est un problème international. D'où la mobilisation internationale au Conseil de sécurité. Monsieur l'ambassadeur, vous avez quand même été ambassadeur au Mali. C'est un pays que vous connaissez bien. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à cette situation aujourd'hui au Mali? Est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur, quand vous étiez au Mali, vous avez vu les prémices de cette situation que nous vivons aujourd'hui? Oui, j'ai vu un peu les prémices de cette situation. J'étais là-bas de 2002 à 2006. C'était lors du premier mandat du président ATT.
on commençait de voir s'installer vers 2004, 2005, 2006 le GSPC, c'est-à-dire des salafistes algériens, des terroristes algériens, étaient déjà arrivés au Nord Mali, ils avaient commencé à prendre des otages et on s'inquiétait déjà d'une zone de non-droit au Nord Mali, zone dans laquelle l'armée malienne, les forces de sécurité maliennes n'intervenaient pas. Donc il y avait une sérieuse préoccupation. Ensuite, les choses se sont aggravées, comme vous le savez. Il y a eu en plus la rébellion Touareg qui a recommencé. Et phénomène nouveau, la rébellion Touareg s'est associée à ces Algériens djihadistes, salafistes, qui eux-mêmes se sont associés à Al-Qaïda pour s'appeler AQMI. Et donc le phénomène s'est beaucoup aggravé ces dernières années. Et le coup d'État du mois de mars à Bamako a encore aggravé cette situation parce que les villes du nord comme Kidal, Tombouctou, Gao sont tombées aux mains des rebelles. Il y a eu cette sécession. Ça s'était jamais produit au Mali. C'était pas complètement prévisible. Alors il y a eu aussi le phénomène de la Libye qui a aggravé cette question puisque pas mal de soldats démobilisés Touareg d'origine malienne qui étaient dans l'armée libyenne sont revenus au Mali et ils ont contribué à cette rébellion. Mais les causes internes au Mali sont importantes parce que le Niger, qui est encore plus proche de la Libye, n'a pas subi les mêmes conséquences. Je ne sais pas pourquoi le Niger a pu traiter la question Touareg avec autant de bonheur que le Mali n'arrive pas à traiter cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le consensus à la malienne qui est la conséquence aujourd'hui de cette situation parce qu'il n'y a pas d'opposition en tant que telle au Mali, ou bien parce que le gouvernement malien n'avait pas pris la mesure de la menace? C'est ni l'un ni l'autre. C'est quoi? Ce qui s'est passé au Niger, c'est que quand les Touaregs armés de l'armée libyenne sont rentrés au Niger, ils ont été aussitôt désarmés. Quand ils sont rentrés au Mali, ils n'ont pas été désarmés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le président ATT, à l'époque, c'était avant le coup d'État, a sous-estimé la menace. Il pensait que ces Touaregs armés arrivaient avec de bonnes intentions. Pourtant, on était quand même déjà dans la rébellion Touareg. Il n'a pas mesuré le danger et il n'avait pas prévu non plus l'alliance des Touaregs et des islamistes. Et puis en plus de ça, l'armée malienne était dans une mauvaise posture. Elle était apparemment mal armée, mal préparée à ce genre de difficultés. Et donc elle a été battue par l'alliance. Parce que la junte a posé un problème de corruption dans l'armée, des faveurs qu'on a fait à certains généraux, la mauvaise gestion même de l'armée malienne qui a des conséquences de cette situation aujourd'hui, selon la junte. Oui, alors moi je ne vais pas prendre parti sur le détail de ce qui s'est passé, mais je constate simplement effectivement que l'armée malienne n'a pas fait le poids devant l'alliance entre les Touaregs locaux, les Touaregs qui revenaient de Libye et les islamistes qui venaient d'Algérie, qui se sont alliés, une alliance hétéroclite de circonstances. Cette alliance, elle a battu l'armée malienne dans le nord. Et comme je le disais tout à l'heure, le coup d'État de la junte a quand même aussi désorganisé l'armée malienne. Il y avait peut-être des problèmes dans l'armée malienne, sans doute, mais le coup d'État a aggravé la situation parce que il n'y avait plus d'autorité, on ne savait plus très bien ce qui se passait à Bamako pendant une période. C'était des militaires qui avaient fait le coup d'État aussi. Ensuite, il y a eu une sorte de contre-coup d'État aussi entre Béret vert et Béret rouge. Donc l'armée malienne a beaucoup souffert de tous ces événements. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale a pris la mesure de la situation en Nord Mali avec ce qui se passe au Nigeria, Boko Haram qui fait ses